Hello, bonjour à tous ou bonsoir. Si comme nous, il fait nuit déjà parce que c'est l'hiver. Petit épisode, alors déjà, abonnez-vous et inscrivez-vous au French Bar Awards, on commence par ça déjà. Et ensuite, petit épisode comme on fait chaque année, c'est la coutume, tourner sur les tendances bar. Et pourquoi ? Parce qu'il y a notamment Bacardi là dernièrement qui a partagé son petit cocktail drink report 2026 et qui nous donne. C'est bien, hein, je rentre direct dans le sujet. Cache. On perd pas de temps. Voilà. Je dis ça, mais on perd du temps. Tiens, il y a le chat derrière. Ah non, c'est pas le chat. Non, c'est pas le chat. Ah, ok, c'est un coussin. Oh putain. C'est du café. Hein. Dans la tasse, c'est du café. Oh putain, un éléphant. Et on fera pas cette intro comme la dernière. Et on remercie du coup notre sponsor pour du coup cette vidéo. Il y en a pas. Comme ça, on a gagné du temps. C'est les French Bar Awards. Absolument. Donc on va parler de tendance puisque Bacardi a sorti son Cocktail Trends Report 2026, comme on dit si bien. Dans le lot, alors évidemment, ça nous dit les cocktails les plus tendances, les saveurs les plus tendances, les machins trucs, les bidules. Il y a une infographie, il y a plein de choses, mais il y a ce que je me suis dit, c'est qu'on pourrait évoquer 2 points en particulier et les confronter peut-être entre cette vision anglo-saxonne et internationale avec peut-être une vision plus française, plus French Bar Awards-esque, dirais-je, et qui sont 2 tendances donc, que j'ai notées, qui sont ce qu'on appelle les day cap. En gros, l'idée c'est que les gens aujourd'hui et de surcroît en 2026 auraient tendance à sortir dans les bars plus tôt, partir des bars plus tôt aussi, à finir moins tard, ce qui a évidemment une incidence sur qu'est-ce qu'on boit, puisque quand on va au bar à 16h, probablement qu'on ne boit pas la même chose que quand on y va à 22h. Puis leur proactivité au boulot, parce qu'ils se barrent à 4h de l'après-midi, ça veut dire qu'ils bossent pas beaucoup non plus. Exactement, oui. On n'a pas pensé à ça. C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce merdier ? Qu'est-ce qui se passe ? Exactement, au boulot. Donc, ce qui a une incidence, donc premier truc, et tu vas peut-être pouvoir témoigner. Moi, j'ai peut-être des petites pistes parce que on est à Grand Boulevard ici, donc des fois, j'observe des choses aussi, malgré moi. Comme une vieille dame, Fred, il est des fois à la fenêtre et il regarde les gens comme ça. Mais peut-être s'interroger, est-ce que ces day cap, comme on l'a dit, ou cette afternoon society, comme dirait Bacardi, existe vraiment dans notre réalité française ou pas ? Qu'est-ce que ça implique en termes peut-être de consommation plus de cocktails low ABV ? Et d'ailleurs, vous qui êtes bartender et qui suivez ce podcast, n'hésitez pas à participer, à nous dire est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai ou quoi ? Bref, est-ce que ça t'inspire quelque chose ? Est-ce que cette idée de oui, les gens vont plutôt dans les bars et boivent peut-être plus léger qu'avant, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai ? Alors effectivement, c'est appelé day cap, donc c'est quelque chose qui est très international et comme tu l'as très bien souligné, attention, terme qui vient vraiment d'un marché anglo-saxon et américain. On n'oublie pas que c'est une boîte quand même qui est une boîte américaine. Donc day cap, je précise, donc par opposition à night cap. Tout à fait. C'est peut-être ce que tu allais dire. Mais j'allais pas le préciser de cette manière-là, donc c'est très intéressant aussi. Effectivement, le fait d'avoir ce fameuse consommation et ces modes de consommation qui changent, on sait, hein, le marché de la nuit, de manière générale, en fait, c'est quand même considérablement effondré, voire dans un jargon plus technique, totalement pété la gueule. Déjà, il y a bien plus de 10 ans en arrière, ça a commencé déjà à décliner. Aujourd'hui, il y a quand même de moins en moins de clubs et on sort de plus en plus au moment de l'apéritif. Les bars, on le voit, ont développé au fur et à mesure davantage l'offre apéritive avec des planches, des choses comme ça. Avant, un bar, c'était un bar, il n'y avait jamais de food, etc. Et depuis plusieurs années maintenant, nombreuses années, on est obligé d'avoir un bar avec un côté assiette, un côté petites choses à partager, des choses à grignoter. Et après, est-ce que vraiment on assiste à une surconsommation dans les bars la journée ? Je pense que ça dépend des lieux. Ouais. Tous les lieux ne sont pas forcément ouverts toute l'après-midi non plus. On assiste effectivement à un essor de plusieurs catégories de boissons moins alcoolisées, voire sans alcool, d'accord ? En revanche, de se dire qu'effectivement c'est plus important que les autres jours, je ne sais pas, mais par contre, oui, on observe que la fréquentation des bars passé 22h, elle est quand même moindre, et qu'aujourd'hui, quand on va dans la plupart des établissements, et je parle bien aujourd'hui de la France,
Donc mes propos sont à prendre avec une objectivité et un recul. La France, c'est pas Paris, c'est pas Marseille, c'est pas Lyon, c'est pas Bordeaux, c'est pas Lille, etc. Alors je parle de grosses villes, je parle de partout en France et j'ai la chance de pas mal voyager dans autant de la grosse ville que des petites villes et dans des petits lieux aussi, dans des villages ou autres. Attention, les modes de consommation génériques changent. Oui, il y a quand même globalement beaucoup moins de consommation très tardive. Ça, c'est sûr et certain. Donc oui, on assiste à ça. Maintenant, est-ce qu'il y a une consommation l'après-midi ? Moi, je trouve ça un peu... c'est une analyse pour nous en France. Moi, j'en ai pas l'impression que l'après-midi, le week-end, hein, je parle peut-être, en semaine de manière générale, pas forcément. Ouais, c'est peut-être pas culturellement, c'est peut-être plus dans la culture britannique où tu vas au pub et tout. Oui. Tu sors plus tôt et tu rentres plus tôt, ça a toujours été un peu dans la culture britannique. Ils regardent le foot dès 13h. Par exemple. Et voilà. Les Anglais. Donc, en gros, on valide un peu, mais avec des nuances, évidemment, quand on voit ce genre de rapports mondiaux avec des macro-tendances, c'est évidemment de le prendre avec des pincettes par rapport au paysage plus local. Mais de manière générale, limite, c'est tendance de mieux aussi. Oui. Tu vois, on boit moins, mais on mange mieux. Le côté sportif aussi. On n'a jamais eu autant de gens qui se sont mis, par exemple, tu vois, sur des choses comme la course à pied, les trucs comme ça, les activités sportives aussi. Donc, le fait de boire beaucoup d'alcool ou mal manger ou se coucher tôt, par exemple, c'est pas juste quelque chose qui est devenu une tendance. C'est pas quelque chose qui est éphémère. C'est quelque chose qui est devenu qui s'est ancré au fur et à mesure des dernières 3, 4, 5 années même dernières et qui font qu'aujourd'hui le mode de consommation du coup a changé parce que on va boire plus tôt, on n'a pas envie de se réveiller non plus à 9h le matin parce que finalement on va peut-être aller courir ou faire notre sport avant d'aller bosser, etc. Ou on sait que on va aller bosser l'après-midi, on va faire un sport l'après-midi, donc on va manger moins aussi le midi. C'est aussi un truc global, c'est pas lié uniquement au monde de la boisson au côté festif, c'est notre mode de vie, les modes de vie, je pense mondiaux, global, mais même en France on le voit, ont changé de manière globale. Ouais, c'est de se dire globalement, oui, c'est plus sain. C'est une tendance plus générale que juste tiens, c'est les tendances bars et cocktails de l'année prochaine. Non, c'est un mouvement qui est beaucoup plus global. Ouais. Les choses changent et ça touche en fait toutes les strates, toutes les sphères de la société. Et ça se traduit en l'occurrence dans le bar par ce genre de choses. Donc peut-être, je sais pas, est-ce que tu recommanderais maintenant au bar à envisager d'ouvrir plus tôt ou d'avoir des horaires réduits ou de se coupler avec un coffee shop ou je sais pas, carrément. Enfin, je sais pas, c'est peut-être des choses qui se développent justement. Je pense que c'est une vraie réflexion de se coupler avec un coffee shop. Aujourd'hui, quand je fais des interventions dans des établissements, j'ai de plus en plus de clients qui, tu vois, typiquement, ouvrent des multi-concepts. Alors là, dernièrement, j'ai une vraie dédicace où là, vraiment, ça sort totalement du lot. Mais alors, attention, je pense que, chers auditeurs, vous n'êtes pas prêts. La semaine dernière, en formation, j'ai eu une dame incroyable qui, en fait, est de passion avec son amie de longue date, crocheteuse. Ok. Est-ce que tu vois ce que c'est que crocheteuse ? Le crochet ? Le crochet, tout à fait. Donc, effectivement, le fait de tisser avec des crochets, des pelotes de laine. Passion laine, passion mouton. Cette dame a une boutique et ouvre une boutique, du coup, de laine et de crochet et un bar dans le même lieu. Ok. Donc, ça sera un bar crochet. Voilà, un bar à laine, une sorte de bar à mouton. Un truc incroyable. Je sors dans la partie diurne. Concrètement, je pense que les gens qui achètent de la laine, ils sortent pas à 23h30. Donc, elle a typiquement un niveau de captation, etc., qui sera beaucoup plus diurne que nocturne. En revanche, effectivement, le travail qu'on a fait avec elle, ce sont des cocktails qui ne dépassent pas 5% d'alcool. Ouais. Typiquement, voire beaucoup de mocktails. Donc, on a genre de lieu qui, déjà, effectivement, d'abord, dans un premier temps, cherche à avoir plusieurs activités différentes à se dissocier et l'offre boisson n'est plus forcément j'ouvre pas un bar mais le bar et le cocktail est une offre supplémentaire que je vais faire dans mon activité. Et après dans les créneaux horaires pour répondre à ta question, oui, je pense que on pourrait assister à quelque chose de par le fait qu'il y a aussi en France des trucs qui s'appellent les contrats de 39 heures, contrats de 35 heures, etc. Genre de choses là, une adaptabilité, du télétravail, etc. où on aurait la possibilité et peut-être un peu plus d'intérêt d'avoir des fois un établissement qui ouvrirait de, je ne sais pas moi, 16h30 à 22h30 ou 23h, mais de plus fermer à 1h ou 2h du matin. Parce qu'à 16h30, peut-être qu'on pourra capter
Oh, je vais balancer un truc super cliché, je suis désolé. Grosse dédicace à tous les parents comme moi. Oui, à 16h30, des fois, moi, quand je rentre et que je me dis, il faut s'occuper de ça, là, tu sors de l'école, je me dis, putain, j'irais bien boire un verre quand même ou autre, etc. Ça peut être cool. Bah, si j'avais un établissement juste à côté de la maison, bah, peut-être qu'avec les parents, au lieu de rentrer et de m'enfermer direct dans notre fameux tunnel du soir, bah, j'irais peut-être aller boire un petit verre, même léger, tu vois. Et ça peut être pas mal. Et puis, en termes de confort de vie, c'est aussi plutôt agréable de se coucher avant minuit, je pense, pour les professionnels ou autres. Faire les 4-3, c'est bien, mais voilà, c'est pas forcément évident. Bon, il y a un truc vraiment plus global. Je pense qu'on pourrait mettre dans le lot aussi. Tu parlais des horaires, mais je sais pas, il y a des débats sur les semaines de 4 jours ou ce genre de choses. On en a parlé d'ailleurs, les fameux 4-3. Exactement, avec Nico Munoz qui a instauré ça, de mémoire. Je crois que ça a été un des premiers vraiment dans la partie bar, mixo, etc. à le faire. D'autres ont suivi derrière, d'ailleurs, c'est assez cool. J'ai eu pas mal d'échos là-dessus sur ce sujet précisément, mais je trouve ça vraiment top. Mais je pense que du coup, il y a en fait, peut-être s'il y avait une tendance plus générale, c'est vers une espèce d'hybridation des lieux. Davantage. Tu parlais de crochet et tout. Il y a peut-être des lieux, alors je connais pas bien, mais j'ai Laura là qui a fait ça. C'est un truc qui s'appelle la papoterie. Où tu vas, tu prends un café, un chocolat, j'en sais rien, un chai latte, et tu fais des petites décos sur des mugs, sur des assiettes. Ah oui, d'accord, je l'avais pas. Il y a une activité, et c'est un lieu plus... c'est un autre type d'expérience. Tu fais des trucs sur la poterie, etc. Oui, voilà, c'est ça. Alors là, c'est vrai que par contre, c'est très souvent lié à l'activité, c'est-à-dire que tu bois quelque chose... et tu fais quelque chose, c'est pas, tu vois, genre double activité où t'as, comme très souvent, t'as un vinyl shop et tu peux boire une bière, ou un coffee shop et c'est vinyl shop. Ah oui, mais oui, tu vois, là, il y a cette autre trend aussi, peut-être de lieux à la japonaise musicaux. Exactement. Où tu viens écouter de la musique et limite même pas te sociabiliser. C'est genre, celui qui parle, il se fait exclure parce qu'on est là pour écouter de la musique. C'est avec Madame Fontaine du CDI. Dehors, silence. J'avais lu des trucs comme ça. Alors, il y avait un autre petit pendant de cette tendance, c'était l'idée de cocktail snackable, avec peut-être dans la même idée de low ABV, peut-être d'avoir des... alors, j'ai vu ça notamment peut-être chez Tire Elementary, où ils faisaient ce qu'ils appellent des one sip martini. Donc, où en fait, c'est un martini, mais en version plus short. Ou alors, tu as comme des flights, quand tu vas prendre dans un bar à spiritueux, où tu as un flight de plusieurs spiritueux, et ben là, tu aurais 3 mini-cocktails pour goûter différentes choses sans te mettre la tête à l'envers, quoi. Et qui est peut-être s'inscrit aussi dans une tendance plus générale, malheureusement, où les gens ont moins de pouvoir d'achat. Et un one sip martini, bah forcément, c'est moins cher qu'un 3 sip martini. Elle est belle. Alors, mais toi, tu m'as dit en off que c'était peut-être pas un truc que tu voyais pas forcément en France. Honnêtement, en France, je le vois pas. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une belle façon d'arriver et de te dire, putain, ça coûte cher, 19 pounds ou 23 pounds ou 25 pounds pour un verre. J'en vends pas beaucoup, donc je vais plutôt essayer de regarder. Je serais très curieux de vérifier, moi, les qualités de ratio. Je pense que du coup, c'est vachement plus intéressant de vendre ça. Parce que je pense pas que tu sois à 50% de quantité. Je pense que tu es plutôt à 30% de quantité ou autre, ou peut-être à 40%, mais je pense qu'au prorata, tu marges davantage. Je trouve ça intéressant. Techniquement, je pense que c'est intéressant d'avoir une option où tu as quelque chose qui est moindre en quantité, plus raisonnable, mais je me pencherais plus vers, dans ces cas-là, faisons quelque chose qui est low ABV, mais où tu as quand même de la qualité. En France, on cherche quand même de l'opulence. Tu vas manger, je donne un exemple, tu vas manger au restaurant, tu préemptes la prochaine trend qu'on va parler. Voilà, mais en France, c'est con, mais on est davantage limite là-dessus que le côté, et je parle d'une manière, encore une fois, nationale, d'accord ? Donc je parle pas d'une trend sur un truc qui fait 20% du territoire, je parle de vraiment, pas une tendance, je parle de choses qui sont la réalité en fait au national. On est davantage sur, et je le vois, hein, aujourd'hui, en région, quand on fait un cocktail dans un verre coupette, typiquement, vous sortez un Nick Nora, le plus beau verre du monde, qui est un verre magnifique, faut pas faire de pub.
Merci pour votre futur sponsor et votre support financier. C'est le plus beau verre du monde. Ouais, il est fan. Un Manhattan là-dedans. Il est fan. Nick et Nora, Frédéric Roginska. Bientôt l'édition limitée Nick et Nora Fredo. Avec grand plaisir. Et bah typiquement, quand tu sors ça en démonstration, les gens ils font mais en plus il faut mettre de la glace dedans. Alors du coup tu précises on met pas de glace. Non mais attends, oui mais la réalité c'est ça. On met pas de glace, donc non, t'expliques aux gens etc. Donc du coup il faut expliquer aussi et éduquer les consommateurs en disant non tu ne mets pas de glace. Oui il y en a moins en quantité, par contre il y a une concentration aromatique qui fait que c'est pas le genre de choses que tu vas boire en long drink. Enfin, le Negroni en long drink sans glace, dans un tumbler, ça n'existe pas en fait, sauf dans tes rêves parce que t'as fait une soirée où t'as raté un truc. Mais en règle générale, effectivement, on a un côté éducation là-dessus. Donc, on est aux prémices de ça. Donc, ce côté-là, moi, je le vois pas. C'est vraiment d'un truc très spécialisé. Certains bars l'ont fait aussi quand on a travaillé sur du pairing food. Oui. Sans citer un établissement qui était très connu et qui faisait des flights avec des petits cocktails concentrés, mais il me semble que Amo avec Dersou, tu avais des petits cocktails parce que c'était parce que tu avais 5 plats ou t'enchaînais quelque chose comme 5 plats, donc 5 plus petits cocktails. T'étais quand même bien défoncé après l'entrée. Ça, évidemment, dans ce cadre-là. Très bon, mais c'était wow. C'était chargé, même si c'était du génie et que clairement c'est un établissement, je trouve, qui manque beaucoup à la scène parisienne. Bon, du coup, toi, t'as une vision quand même plus nationale et c'est ça qui est intéressant parce que moi, je sais pas, je pense là peut-être à Abstract ou Bar Nouveau qui mettent en avant le galopin, tu vois, genre de... plutôt qu'une pinte ou des choses comme ça. Où je me demande si, quand on est allé ensemble au Cambridge, il n'y avait pas un cocktail ou plusieurs cocktails en format miniature. C'est possible. Je me demande, j'avoue, j'ai oublié, parce que on n'a pas commandé ça pour le coup. On a pris les tailles normales. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Absolument. En tout cas, si on clôture là-dessus, moi peut-être petit retour d'expérience vivant à Grand Boulevard, à Paris, j'ai peut-être le sentiment que sur ces 2 dernières années, c'est un peu moins le bordel à 5h du matin, donc je ne sais pas. Alors, pourtant, je ne pense pas que les O'Sullivan, les Corcorans, tous ces Brickland, je sais pas s'ils ferment si tard, mais soient moins garnis. Mais ça a l'air d'être moins le bordel quand même. Au petit matin, il y a moins de bagarres ou quoi qui pouvait me réveiller il y a 2 ans. Mais tu sais quoi, ce qui est dingue, c'est que ce que tu dis est globalement, on le voit. Je vais te donner un exemple. On est sorti avec quelques amis, petit big up à mon petit crew de copains. On a fait une soirée qu'on a voulu faire avec plein de gens qui viennent de Paris, de Normandie, etc. On a tourné dans les bars, on a fini en fait à Pigalle, on a fait pas mal d'établissements, donc vous doutez bien que sur la rue Frochot, on a dû y passer. Et à un moment donné, en fait, on avait faim. Et du coup, on est parti pour chercher un endroit où manger. Mais il était pas très tard. Il était genre 23h30, 23h. Okay. Pour moi, c'était une évidence qu'on allait trouver quelque chose. Donc, on est parti où ? Un des endroits mythiques, historiques de Paris pour bouffer la nuit, c'était le dépanneur. Ok. Et je suis allé au dépanneur, 23h, ça servait plus. Ah oui. Okay. Et typiquement, ça montre aussi une chose, c'est qu'à un moment donné, quand tu vois que même les restaurants, ils servent plus tard, du coup, notre soirée, au lieu de la finir à 4h ou 5h du matin, on l'a fini à 2h. Donc, il y a aussi cette notion où, globalement, on voit que cette partie-là de nuit, elle commence à se transformer, à changer. Donc oui, la consommation de jour, elle change. Et on le voit aussi dans les recrutements. On a de moins en moins de gens de la restauration qui ont envie de finir à 2h du matin. Et on assiste aussi à toutes ces affaires qui sont reprises, qui ont été fermées depuis le Covid, etc., qui ont fermé, qui ont déposé le bilan ou autre. Elles ne sont reprises à 80% que par des gens qui ne sont pas de l'industrie et qui ne viennent pas de la restauration et qui les transforment de manière à se limiter sur l'aspect nuit. Donc il y a plein de coques, il y a plein d'établissements qui sont rachetés et qui sont devenus des établissements de jour, par exemple, ouverts uniquement la journée, parce que stratégiquement ils sont placés dans des bureaux, des choses comme ça, ou placés sur la journée, apéritif, 20h30, dernier service, 21h, c'est terminé. Ok, très intéressant. Donc on voit que c'est une tendance plus globale, plus sociétale probablement, que juste notre petit milieu du bar. Voilà.
Deuxième truc, justement, à l'opposé des One Sip Martini, autre tendance qui serait mise en avant dans le rapport dont je te parlais, c'est ce qu'ils ont appelé la More is More mixology, avec du coup une idée qu'on reviendrait à des choses beaucoup plus extravagantes dans le bar, beaucoup plus maximalistes, dirons-nous. Donc voilà, moi j'avoue que c'est pas forcément un truc que j'observe, puisque quand spontanément là, avec mes œillères de Parisien, là où typiquement récemment je suis allé à Abstract et je suis allé à Bar de Vie, et on n'est pas sur du maximalisme, on est sur des choses plutôt des visions minimalistes, des choses plus qui se font en coulisses. Il n'y a pas de garniche tapageur, il n'y a pas de flamme, de verrerie. C'est plutôt de la belle verrerie, mais bien sélectionnée. Enfin, donc j'avoue que ce retour là, je découvre quelque chose, si c'est quelque chose que toi t'observes, parce que moi, à la limite, si je reviens au fait que je suis vers Grand Boulevard, je pense juste à peut-être un bar-resto qui fait le coin pas loin, là, qui s'appelle le Cardinal, où souvent, quand on passe à côté, on voit les gens qui consomment dans des verres martini géants, des margaritas ou je sais pas, ou des Blue Lagoon, des trucs bleus en vacances, fluo. avec une grande paille de 40 cm, par exemple. Exactement. Mais donc, je sais pas, est-ce que parce qu'après, on peut citer évidemment des bars comme Paradiso, des choses comme ça à Barcelone qui sont connus, où tu me rappelais, tu faisais bien, genre Solera, qui fait des cocktails avec justement des mises en avant de la verrerie, la grosse scénographie, de la fumée, des choses qui me rappelaient, je sais pas, Aviary, des choses comme ça, un peu très très. Donc pour ceux qui nous regardent en vidéo, j'ai mis le site de Solera, où on voit des jolies photos. C'est la signature de Christopher Gaglione, d'avoir toujours eu ce côté très, très opulent, riche, graphique, très, très artistique, avec pas mal d'opulence dans les mises en scène, en fait. C'est vraiment chaque verre est une expérience en tant que telle, sans même qu'il y ait quoi que ce soit d'autre autour. Donc c'est vraiment impressionnant. Après, est-ce que c'est une grosse tendance ? Déjà, c'est un coup, faut pas se leurrer, c'est aussi un coup. Donc c'est un peu antinomique avec ce qu'on disait avant, quoi. En réalité, et du coup, je vais donner un espèce de complément à ce que je disais. Aujourd'hui, sachant que beaucoup de gens en fait reprennent des établissements et ils ne sont pas forcément du métier, se forment ou prennent des gens qui sont en devenir, etc. Ils recherchent des choses simples, des choses esthétiques. 90% des demandes que j'ai dans les interventions, c'est apprenez-nous à faire des cocktails qui sont spectaculaires, instagrammables, etc., avec peu de choses. Voilà. Quelque chose de beau qu'on a envie de prendre en photo, etc. C'est sûr que si par exemple vous faites une carte de bar avec que des Collins, des sour, très simples, 2-3 garniches, sans fioriture, et que dans votre menu vous avez un cocktail qu'on appelle, je sais pas moi, Trash Cocktail Counted, et là tu fais un espèce de tiki de la mort avec 10 milliards de trucs, un palmier, une jambe de bois, un requin qui vient manger le truc, une dégoulinure piquante de rime, etc. De la fumée partout, des grosses bulles, de machin. De la cryoglace. Et après, tu craches du feu dessus, des trucs, voilà. Et je suis persuadé, malgré tout, que ce sera peut-être le cocktail le plus vendu, parce que ce sera celui qui sera le plus spectaculaire. Maintenant, dans l'offre globale, si tous tes cocktails sont comme ça... Mais tu vas le burn-out de ton équipe, quoi. Exactement. Là, déjà, je pense que tu as intérêt à avoir du staff, de rechange, du spare bartender. mais en plus, je pense pas que ce soit moi, je le vois pas. On n'est pas sur les tendances de genre de choses-là, en fait, en France. Par contre, n'importe quelle personne, et justement ces personnes-là, qui ne sont pas du métier, qui reprennent toutes ces affaires-là, ont quand même conscience que l'esthétique est la clé sur la partie cocktail et qu'il faut que ça se dénote d'un gin tonic trop banal, d'un daiquiri tristounet, d'une pina colada chiante comme la pluie, etc. Il faut que ça devienne la pina colada, le daiquiri, le gin tonic qui claque et sur lequel on a envie d'aller, de le prendre en photo et de mettre son petit avis Google. Ouais. On en avait parlé une fois, mais il y avait un moment comme un trend qui fera le Bloody Mary le plus extravagant avec... On a mis une photo avec les crevettes et tout. Aussi, avec un poulet entier dessus en garniche ou des conneries comme ça. Je pense qu'il y a matière à débat parce que quand tu vois, je citais Abstract ou De Vie, il
il y a une esthétique, tu vois. C'est pas l'esthétique, c'est pas que Dirty Dick et Non, des, là on parle de more is more mixologie, donc là, Ouais. alors, sur cette tendance-là, oui, parce que j'ai cité quelque chose en fait dans l'opulence, le côté un peu plus trash, dans le côté quantité peut-être, etc. Là, le truc hyper chiadé, etc. Je dis pas, mais en tout cas, au national, je le vois pas. Dans beaucoup d'établissements, c'est très minimaliste. Moi, je vois plus des trucs soignés, très minimalistes, etc. Et on le voit là dans les commentaires, c'est experiential. J'étais dans un bar que je citerai pas, mais que je trouve trop cool. Et en fait, il y a un cocktail qui s'appelle Vacarme. Et en fait, quand on te l'amène, c'est marqué, c'est une surprise, tu vois. Et genre, quand on te l'emmène, je laisserai les gens découvrir où est cet établissement, je ne le citerai pas. Et en fait, quand on te pose le verre, la personne qui te pose le verre, elle gueule et elle te gueule la recette. Genre, c'est un long drink avec du rhum, du gin, il y a du citron et machin. Elle te hurle dessus comme si t'avais fait une énorme connerie, etc. Et elle finit par bonne dégustation et elle se barre. Et ça, il faut des acteurs en non, staff, mais c'est trop cool. C'est hyper rigolo en fait. Ça doit fatiguer quand même les. Tu préviens, vous êtes cardiaque. C'est vrai ça. Vous avez des allergies, vous êtes cardiaque, machin. Tu coches les cases. En tout cas, il y a peut-être un petit côté un peu marrant, enfin, je sais pas, antinomique, je saurais pas le qualifier quand on voit ce genre de trend. C'est de se dire, en parallèle, il y a aussi, je sais pas, si tu observes les 50 best, les choses comme ça, alors certes, tu as un Paradiso qui se classe 2e ou 3e, je crois cette année, ou 2e au top 500, mais quelque chose comme Barleon, ou je sais pas, il me semble, alors j'ai pas fait, mais c'est des choses plutôt simples. Oui, c'est ça. Le côté, je sais pas, Popolare, cocktail Popolare, je sais pas comment ils appellent ça. Je cite, enfin, tu vois, un bar nouveau, c'est pas, ça figure au 50 best, c'est justement, pour moi, c'est l'antithèse de l'extravagance, tu vois, c'est justement, c'est des choses plus intellectuelles ou je sais pas, je dis ça, c'est pas péjoratif. Hein. Non, mais c'est important de préciser. Donc, dans quelle mesure, en fait, on confronte ces tendances plus macro, évidemment, qui peut-être se confrontent à un public mainstream versus des classements qui mettent peut-être en valeur. Tu vois, j'étais à Séoul, je suis allé à Zest, c'était plutôt minimaliste, c'était plus réfléchi qu'extravagant. Je sais pas, j'ai fait récemment là, une masterclass là, de Garnish Lab où tu vois, c'était des garnitures qui étaient très travaillées, mais pas non plus. Enfin, c'était pas le poulet rôti sur le Bloody Mary. Enfin, c'était une autre réflexion, quoi. En fait, c'est ça. Je pense qu'il ne faut pas qu'on confonde en fait cette tendance relevée par un groupe alcoolier, parce que de manière objective, je suis un groupe alcoolier, je vais clairement, moi, mettre en avant aussi des tendances qui s'inscrivent dans mes drink stratégies et dans ce que je vais mettre en avant avec mes établissements partenaires. Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi appeler un chat, faut pas être couillon. Maintenant, même là, les exemples, tu vois, typiquement, qui est dans le report, bon bah là, si tu lis pas le détail, que tu sais pas qu'il y a du nitrogène dans le cocktail ou autre, c'est 3 tranches de fruits, une tête de menthe, un truc qui flambe sur le dessus. Ouais, je fais pas waouh, tu vois. Enfin voilà. Ok, cool. Non, mais c'est toujours joli. Ça fait une photo Instagram, quoi. Mais oui, non mais c'est sympa, c'est joli, c'est tout ce qu'on veut. Mais je veux dire, je prends pas une énorme claque et aujourd'hui, n'importe quelle personne qui s'est intéressée à minima au cocktail, il a tapé cocktail quelque part, un peu, ou il a tapé cocktail et mixologie, il a vu ça. Là aujourd'hui, si on parle de tendance bar, vraiment, je parle de bar et on fait lien un peu avec notre sujet du moment de cette année de fin 2025-26 sur les French Bar Awards. On parle de bar, on parle de cocktail de manière générale. Pas forcément de mixologie. Inscrivez-vous, French Bar Awards. Fantastique. Très belle tasse, très belle casquette. Je pense qu'il faut vraiment faire la différence entre ce côté top, high-end, ultra technique, minimaliste, et j'aime bien le terme intellectualisé du cocktail. Tu vois, comme ce que tu cites, Bar Nouveau, De Vie, etc. Je vais citer d'autres choses qui sont différentes, mais qui sont pour moi tout aussi techniques. Tu vois, le travail qui est fait sur Danico, par exemple, etc., sur les menus thématiques du Pérou, etc., et tous les bars qu'on cite pas, bien entendu, mais le travail qui est fait à Project Bar de Quimper, par exemple, il fait un super boulot, etc., ce genre de choses-là. Et ben, typiquement, je mettrais ça dans une case et je mettrais dans l'autre la partie plus opulente, tu vois, le côté très gourmand, un peu désacralisé, où
on va retrouver peut-être aussi le travail de certaines choses un peu oubliées, tu vois, les liqueurs un peu crémeuses, etc. Tu vois, je sais que les liqueurs de pistache, de choses comme ça, un peu crémeuses, typologie Bélez ou crème de rhum, ça cartonne en ce moment, tu vois. C'est le genre de choses qui se vendent super bien. On parle beaucoup de chocolat Dubaï, hein. Je sais pas par exemple. Je t'avoue, mais... Ouais, je t'expliquerai, on fera un truc sur le chocolat Dubaï et expliquer comment ça a foutu 40% de plus sur l'achat de la pistache. C'est un enfer. Mais en tout cas, voilà, c'est typiquement le genre de choses où je pense qu'il y a vraiment deux trends. Donc, cette partie-là, honnêtement, en France, je dirais non, pas spécialement. Aujourd'hui, on n'a pas un style défini ou une tendance. L'intellectualisation, j'aime bien le terme, oui, on le voit dans tous ces établissements-là. Il y a un côté très intellectuel dans le verre. Là, j'ai vu un truc, une recette qui est passée dans un document qu'on fouinait ou autre. Ça, je vois sirop de capillaire ou sirop capillaire. Je sais pas. J'ai vu ça dans un des documents là que tu as sorti. Il y avait un truc. On lisait quelque chose tout à l'heure et je vois le truc sirop capillaire. Je l'ai lu 4 fois. Donc je sais que c'est ça. Peut-être en commentaire, vous allez me dire. Peut-être que vous allez me dire en commentaire, t'as craqué, il y avait marqué autre chose. Moi, j'ai bien lu 4 fois sirop capillaire. Moi, je sais pas ce que c'est, donc apprenez-moi et déniaisez-moi. Là, on pousse le vice parce que si même moi, je me dis putain, il faut que je prenne un dico pour lire les trucs et tout, tu vois, bon, c'est cool, ça fait un vrai travail derrière, mais voilà. L'opulence, par contre, c'est autre chose. Moi, je le prends un peu comme opulence dans le titre, ça, de leur tendance dans leur report, mais voilà. Là, le glaçon sur le verre, typiquement de ce que tu as montré en violet. Plein. Ça, c'est magnifique, mais c'est pas une nouveauté. Ouais. Donc, bon, peut-être une tendance qui est plus discutable pour le coup. Pour moi, en tout cas, dans nos contrées. Tout ce qu'on regarde là, c'est Shutterstock. Ouais. C'est con, hein, mais je veux dire, aussi joli que ce soit, etc., c'est des choses qui sont faites depuis très très longtemps. Alors c'est du Shutterstock de qualité quand même. Non, mais d'accord, le shoot il est magnifique. Non, mais avec attention. de la clear ice et tout. Logoté. Attention, elle est pressée, logotée, le fleur est edible flower dessus, fleur comestible, le violet impeccable, voilà. En tout cas, bon, voilà 2 tendances en tout cas qui m'avaient interpellé dans ce rapport et que je trouvais intéressant de discuter, de confronter avec peut-être ce qu'on voyait. J'avoue que sur le day cap, je pense que c'est quelque chose qu'on peut tous voir. Sur le côté plus opulent, c'est vraiment... Là, on est peut-être sur des parties pris de bar à bar, où il y a moins... C'est pas global. C'est des parties pris individuels des bars qui veulent... Enfin, voilà. Mais en tout cas, je sais pas, sur les ouvertures qu'on a pu faire, nous deux, enfin, tu vois, quand on allait à Bisou, ou je sais pas... Bon, c'est pas ce qui les caractériserait pour le coup. Si vraiment on devait afficher une vraie tendance, moi je vais vous donner mon top tendance. Tiens, peut-être que tout le monde s'en fout et toi aussi peut-être Fred le premier. Non, ça m'intéresse. Pour moi, une des tendances, c'est déjà un truc comme Less is More. Avoir toujours ce côté. Donc l'inverse. Bah moi je vais être très. C'était more is more. Moi c'est totalement Less is More. C'est le moins va être l'ami du mieux. Donc c'est des choses avec. Déjà, d'une part, beaucoup moins de recettes sur les cartes de cocktail. Les établissements qui faisaient encore jusqu'à 20 recettes aujourd'hui n'en font plus que 15. Ceux qui en faisaient que 15 n'en font que 10. Et ceux qui en font 10 en font peut-être que 8. Et des tournants davantage sur des menus éphémères, journaliers, hebdomadaires, mensuels, week-end, tout ce que tu veux. La deuxième chose, c'est des cocktails effectivement qui contiennent moins d'ingrédients et peut-être qu'un seul ingrédient twisté, retravaillé à l'intérieur, personnalisé ou un ingrédient maison. Mais on se retrouve de moins en moins avec des listes où il y a des cocktails avec 6-7 ingrédients, davantage de choses avec peut-être que 3, 4 ingrédients maximum. Voilà, c'est ça. La grosse tendance, c'est les bars qui sont du coup du multi-activité en dehors de la restauration. Bar musique, bar crochet, genre de choses là, etc. Le food court est typiquement le genre de lieu, les lieux multifonctions où on peut passer la journée entière, où on peut manger, boire un café, boire un cocktail, se bouffer une pizza. Hop, j'ai encore faim, je vais aller manger des nems. Enfin, j'exagère, j'ai encore faim, une salade César, hop, un bœuf bourguignon. Non mais en vrai, c'est ça, une bonne bière, un très bon cocktail, un bon café, etc., etc. Et pour moi, une des tendances qui est vraiment clé, et qui fait partie d'aujourd'hui, sans mentir, 35 à 40% des demandes que je reçois, c'est la création de recettes low ABV et no ABV à 0%. Donc vraiment un vrai travail de fait. Il y a des bars qui mettent aujourd'hui l'accent et qui vont avoir 8 cocktails avec alcool
et 8 mocktails. Et puis, je vais préempter un terme, je m'en fous, mais les octels, parce que tant qu'à faire, on a fait cocktail, mocktail, octel. Les cocktails qui, grosso modo, sont très très bas en alcool et qui ne dépassent pas le degré d'une bière, à savoir entre 5 par exemple et 7% d'alcool volumique. Donc, dans ta structure là, le low ABV est au-dessus de la bière en fait. C'est des cocktails, je sais pas, à 10%, 15%. Enfin, je sais pas, c'est ça. Pour moi, pour moi, le top du low ABV, c'est un cocktail qui ne dépasse pas le degré d'une bière. Mais parce que quand tu prends un gin tonic, ça dépasse pas. Faudrait que je recalcule. On va faire un calcul, mais à mon avis, t'es plus à 8%. Voilà, donc t'es sur une bière forte, quoi. Voilà, mais moi, je parle pas d'une triple. Okay. J'adore. J'ai rien contre Quack, Pédio et compagnie, vous êtes des super brasseurs. Et donc ça, c'est un octel, un truc qui serait moi, je dirais, à 4 par 5, exemple. Quoi. Ok. Ah, je connaissais pas ce terme. Mais moi non plus, hein. Je viens d'y penser cette semaine. Dans ce podcast, c'est incroyable. Je viens d'y penser cette semaine au terme. Parce qu'on savait pas comment on allait le catégoriser. On s'est dit, on parle de cocktail, on parle de mocktail. Pourquoi on parlerait pas de octel? On va, tant qu'à faire, less is more, on va virer une lettre. Explique-moi la sémantique là, de ce mot, octel. J'ai juste viré une lettre. Ok. Ah mais je l'ai totalement... Je ne sais pas si ça existe déjà, donc c'est peut-être une breaking news. Je ne l'ai jamais vu. Mais bah voilà, je suis peut-être le premier, mais les octels où c'est vraiment le côté... On supprime en fait une partie de l'alcool simplement, donc et c'est là où le travail de mixo et des barman va être super intéressant, c'est de voir de quelle manière je peux boire quelque chose qui fait que 2, 3, 4%, 5%, mais qui est autant rassasiant, autant surprenant et autant kiki. Mais est-ce que, par exemple, dans ce cas, tu conseillerais pas un bar de... je sais pas, au lieu de mettre 4 centilitres de gin, vous en mettez 2 dans votre gin tonic? Non, parce que ça suffit pas. Et vous faites un low ABV gin tonic. Oui, mais dans ces cas-là, tu vas avoir une perdition de goût. Typiquement, si tu fais un daiquiri. Voilà. Oui, mais peut-être que tu mets en valeur le tonic, plus que... Enfin, je sais pas, tu vois, où tu trouves un gin tu conseilles sur un gin très, très aromatique et tu compenses comme ça. Dans ces cas-là, il faut compenser. Oui, mais dans ces cas-là, il faut compenser. C'est-à-dire qu'il suffit pas de dire, tiens, je vais faire un N tonic, et ben je vais faire un divisé par 2 N tonic, et c'est bon, j'ai mon octel. Et je le vends au même prix, bien sûr. Et je le vends bien sûr au même prix. Parce qu'en réalité, pour pouvoir avoir quelque chose qui a un équilibre certain, il va falloir faire un espèce de travail d'équilibre de saveur, qui fait que du coup, tu as quelque chose de satisfaisant et sur lequel, c'est vrai. En fait, tu as plus de travail. Donc, je m'en fous que tu n'aies pas mis d'alcool dedans. J'avais une réflexion de gars qui regarde des fichiers Excel et qu'on n'a rien à foutre de l'équilibre du truc. C'est juste, on divise par 2 le gin et hop. Rappelez-vous le podcast qu'on a fait sur les prix de revient et sur les fiches techniques dans les bars où les mecs ils calculaient en fonction de l'état, l'heure passée, l'électricité claquée, le coût du personnel, etc. Fred, en fait, il est DAF chez Distill News et pour Distillcast. Je suis tout. Je suis tous les rôles. Multifonction. L'équipe de 1, comme sur Heads and Legs. Et peut-être une dernière question là par rapport à ce que tu disais sur le conseil que tu fais. Quand on te demande du peu alcoolisé ou pas du tout alcoolisé, est-ce que la dynamique vient des bars parce qu'on leur dit que c'est la tendance ou parce qu'ils ont vraiment un flot de clients qui leur dit vous faites pas de trucs sans alcool, tu vois? Il y a de la demande. Ok, il y a de la demande et on le voit. Alors ça a commencé par 2 choses. C'est peut-être pas né avec ça, mais on voit qu'il y a eu une explosion de la créativité des boissons en fait typiquement sans alcool. Je vais parler de 2-3 marques par exemple comme Gualala, les Filles de l'Ouest par exemple avec les Chorleux, l'explosion des kombucha. Tiens, j'ai kombucha, là j'ai reçu une kombucha qui était super cool à tester, qui me plaît bien au niveau du pack et qui est une kombucha qui est servie dans une bouteille de bière. D'accord. Ouais, je sais pas si t'as déjà vu ça, une kombucha servie dans une bouteille de bière. Non, mais je montre pas la marque, mais je l'ai là. Donc. Ah là. Je change. Je vais à l'étage. Je monte. Ah ouais, c'est très très grand ici. Ah, c'est bon. Ça c'est une. Tu peux la montrer, hein, franchement, il n'y a pas de. Du coup, je leur montrer, c'est super cool. Il n'y a pas d'alcool. Voilà, ça s'appelle Little Joy. Non, c'est une kombucha. Bon, bah voilà. Ça s'appelle Little Joy. J'ai pas encore goûté. On m'a donné ça la semaine dernière. Ils ont quelques versions. Ça, c'est citron, menthe et timut. Et par contre, je trouve ça cool parce que du coup, on est sur un produit fermenté, mais c'est les codes de la bière.
Oui, bah, c'est le côté inclusif. Exactement. T'es au bar avec tes potes qui boivent de l'alcool ou pas d'alcool. Et en fait, il n'y a pas de différence. C'est une boisson, donc oui, on s'attitre. C'est pas stigmatisant, quoi. Voilà, on s'attitre ça. Je pense à Tilo, par exemple, aussi, tu vois. Tilo qui fait un cidre sans alcool, c'est ça? Qui font un cidre sans alcool, mais qui font. Alors, du coup, me dire, c'est un champomis, c'est un jus de pomme pétillant. Oui, c'est pas tout à fait faux. Mais en tout cas, en termes de qualité, c'est des fous. Ils font. Alors, déjà, c'est bas en alcool. Ouais. Tu vois, mais ils font des cidres IPA. Ça a été les premiers à faire un cidre IPA, etc. Ils font Sista. Enfin, ils ont des innovations qui sont totalement dingues. Big up les deux frangins. J'adore votre boulot. Je vous conseille aussi d'aller à la Petite Vitesse. Voilà, je fais la pub pour leur lieu en fait à Dinan. Trop bien. Ils ont ouvert un espèce de petit food court, mais là où il y a la brasserie. Qui est sur les rails directement en fait de l'ancienne gare. Il coche toutes tes tendances. Mais je surkiffe. Je kiffe ce genre d'endroit parce qu'en plus la qualité de service elle est juste. C'est une de mes dans les 4-5 derniers mois, c'est une de mes meilleures expériences d'hospitalité. Ça a été dans cet endroit-là. Tu vois, je m'attendais pas à autant c'était trop top. Bref, pour en revenir au sujet principal, la partie sans alcool, elle est drivée à la fois par le boulot qu'on va faire en bar, mais aussi le sourcing de ces produits-là. Si aujourd'hui on voit de la kombucha qui arrive sur les cartes de bar, ça va mettre quand même une énorme tarte extrêmement violente à beaucoup de gens qui disaient moi ces merdes là j'en veux pas, c'est n'importe quoi, c'est un truc tendancieux, etc. Quand vous voyez des influenceurs aussi qui se mettent à créer leur propre marque, je veux dire, je vais pas les citer, mais des mecs de YouTube un tout petit peu connus, Squeezie, Ciao Kombucha de Squeezie, je pensais qu'il le cale partout. Oui, je m'auto-sponsorise ma vidéo avec Ciao Kombucha et c'est cool, j'en ai acheté, franchement c'est bon, tu vois. Alors j'aime pas le pack plastique, mais je crois que j'ai une bouteille au frigo, mais j'ai pas bougez pas, je vais au frigo. J'ai pas jeté encore. On va vider le studio de Fred, mais en tout cas voilà, je pense que ça c'est typiquement le genre de choses. Donc petite dédicace en tout cas à ces maisons là entre autres, et j'en passe, c'est des meilleurs, et voilà, les Chorleux, les Filles de l'Ouest, etc. sur ce travail. Et moi je pense que on a un vrai truc dans le bar. Je ne désacralise pas l'alcool, ni le sacralise. Je dis juste qu'aujourd'hui, ça commence à prendre une place qui est relativement importante. Et quand je vois les très grosses marques de spiritueux, très très grosses marques de spiritueux, et même les très grosses marques geeks de spiritueux qui sont en train actuellement de sortir leurs innovations de leur... Et attention, tu vas bondir, spiritueux sans alcool. Je vais le redire une deuxième fois pour voir si... spiritueux sans alcool. Si je le répète 3 fois, il disparaît. Il prend feu. T'es content, on peut plus dire gin maintenant. Tu ne peux plus dire gin sans alcool. Ouais, on en reparlera peut-être. On fera un autre sujet là-dessus. Ça va peut-être contaminer tout le reste, donc attention. C'est peut-être la dernière fois que tu le dis. Putain, j'espère. On verra. Bon. Ok, bah écoute, on va voir toutes ces innos. En tout cas, voilà les tendances selon Chris aussi. Intéressant. Ouais, on va faire peut-être une petite chronique. Donc, est-ce que vous êtes plus more is more ou less is more? Dites-le nous. Et j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, bonne fête. Ouais, profitez bien. Allez. Prenez soin de vous. Et on se dit à l'année prochaine, là, je pense. C'est possible. Voilà. Allez, à très vite. Likez, abonnez-vous, partagez. Ça fait toujours plaisir. Commentez. À très vite. Ciao. Salut.